Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Patrick Devedjian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député et président du Conseil général des Hauts-de-Seine, ancien ministre. Avec vous, nous allons tirer les leçons de ce premier tour des élections municipales qui ont permis à la droite déjà de prendre une large avance à l'issue de ce premier tour de scrutin et à la gauche, évidemment, de reculer nettement. Caroline, bonjour. Bonjour. Avec vous, comme chaque semaine, vous avez ausculté la toile et compiler les questions des internautes. Mais commençons d'abord par les municipales, marquées par une percée du Front National. Avez-vous été surpris et comment l'expliquez-vous ? Je n'ai pas été vraiment surpris. D'abord, historiquement, c'est pas vraiment nouveau. On a déjà connu ça, une période où le Front National a conquis un peu moins de 10 villes en France. Et ça correspond toujours au même phénomène, c'est-à-dire un rejet presque excessif, mais un rejet extrêmement fort de la politique du gouvernement de gauche. C'est-à-dire que l'extrême droite monte quand la gauche est au plus bas et la plus exaspérante. Et d'ailleurs, l'extrême gauche aussi. C'est-à-dire que ce gouvernement, finalement, réussit à faire monter les extrêmes. Parce que la vocation d'un gouvernement, c'est de rassembler les Français pour faire des réformes, pour changer le pays, le faire progresser. Or, la politique de M. Hollande, ça a consisté tout le temps à opposer les Français les uns aux autres. Quand même, le FN progresse, s'installe un peu sur tout le territoire. On le voit apparaître dans des régions où jusqu'à présent, il était plutôt très faible, voire inexistant. Non, il était assez bien implanté dans le sud-est. Par exemple, sur la façade atlantique, désormais, il est installé. Enfin, dans le Pas-de-Calais, fief de gauche. La seule ville passée au Front National, c'est dans un fief socialiste à Hénin-Beaumont. Et certains membres de la majorité, comme Martine Aubry par exemple, reprochent à la droite d'avoir banalisé les thèmes d'extrême droite, les thèses d'extrême droite, pardon. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Moi, je reproche à la gauche de faire, et d'ailleurs nous sommes aussi tous responsables, nous suivons ce mouvement, hélas, bêtement, de faire du Front National l'arbitre des élégances, c'est-à-dire on ne parle que de ça, d'ailleurs dans votre émission on n'y échappe pas, puisqu'on commence par le Front National. Et c'est récurrent dans tout le débat politique. Si, c'est un vrai sujet. Mais enfin, ça n'est pas le sujet majeur de la France. Le sujet majeur de la France, c'est la décadence de notre pays. C'est la politique absolument inversée de notre pays qui nous conduit à reculer dans tous les domaines, dans toutes les parts de marché, dans le chômage, dans la croissance, dans l'endettement et les vrais sujets. Et on ne parle que de ça. Nous aussi, d'ailleurs, à l'UMP, on ne parle que du Front National. Les médias ne parlent que de ça, la gauche ne parle que de ça, c'est sa stratégie. On en fait évidemment le centre du débat politique. Ça leur réussit, ça c'est sûr. Alors, parlons de l'UMP justement, bien placé à l'issue de ce premier tour. 26 villes déjà conquises à l'issue du premier tour et vraisemblablement beaucoup dimanche prochain. Est-ce que vous sentez monter, est-ce que vous avez senti monter cette vague bleue, comme l'avait dénommé Patrick ? Je l'ai senti venir depuis, en réalité, je ne suis pas prophète, mais je l'ai senti venir parce que j'ai eu une élection partielle au mois de décembre 2012, que ça a été une expérience pour moi très intéressante sur la relation entre la gauche et la droite. Parce que souvent, ce qui a occulté le débat, c'est qu'il y a eu aussi des difficultés à droite, il faut le dire les choses, et que notre électorat n'est pas enthousiasmé par les dirigeants de la droite actuelle. Le rejet de la gauche est plus fort. Mais le rejet de la gauche est terrible, et extrêmement profond. Vous pensez que ça peut aller très loin, ce rejet de la gauche ? On le voit pour les municipales. Moi, je pense que la différence de mobilisation entre les deux camps est considérable. À mon avis, il y a une dizaine de points d'abstention supplémentaire dans l'électorat de gauche que dans l'électorat de droite. Et ça fait évidemment la différence. Est-ce que vous considérez, comme Guillaume Pelletier, qui est vice-président de l'UMP, un des chefs de file de la droite forte, un des courants au sein de l'UMP, que le PS et le FN se valent ? Sa déclaration a fait polémique. Est-ce que vous rejoignez son point de vue ? Ce que ça veut dire, non, ils sont différents, bien entendu. Non, mais peut-être ce qu'il a voulu dire et ce que je crois, c'est que quand on vote pour le Front National, en réalité, on vote pour le PS. Parce que c'est évidemment le Front National divise les opposants au Parti Socialiste, et donc quand on donne un peu de force au Front National, on avantage le Parti Socialiste.
Compte tenu de la gifle du premier tour, on verra, sans spéculer sur le second, est-ce qu'aujourd'hui le changement de gouvernement, mais surtout le changement de Premier ministre est inéluctable pour François Hollande, ou est-ce qu'il peut se réfugier, comme on l'a vu par le passé? Jacques Chirac n'avait pas changé de Premier ministre en 2004. Je pense que Jacques Chirac a eu tort de ne pas changer de Premier ministre en 2004. Moi, j'étais au gouvernement à ce moment-là, et je pense qu'il a eu tort de ne pas changer. Et je pense que Hollande aurait tort de ne pas changer de Premier ministre. Mais je ne crois pas qu'il le fasse. Parce que, en fait, ce que les Français attendent, et même la gauche, c'est un changement de politique. En tous les cas, une politique claire et qui soit en mesure de changer les choses. Le peuple de gauche est déçu par la politique de François Hollande, profondément déçu par la politique de François Hollande, et réclame un changement. Parce qu'il bricole. En fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas d'axe à la politique. Il se contredit, il improvise, on le voit sur plein de choses. Les mesures qui sont prises un jour sont contestées un autre jour et donnent lieu à autre chose. On fait de la diversion. La plupart du temps, le mariage pour tous, c'était ça. C'était une opération de diversion pour détourner l'attention des Français des problèmes essentiels que nous vivons. Le pacte de responsabilité, c'est pas du bricolage. Ça donne quoi? Enfin, pour le moment, c'est du discours, le pacte de responsabilité. Ce n'est que du discours. La déclaration « Je suis social-démocrate », bon, ça se traduit comment? 50 ans après, la gauche française découvre la social-démocratie. 50 ans après les autres. Et en fait, la social-démocratie, c'est un modèle plutôt consensuel, qui suppose des réformes vers lesquelles le gouvernement ne s'achemine pas du tout. Et vous dites qu'il faut changer de Premier ministre qui, selon pour incarner une autre politique. Et qui, selon vous, pourrait faire un meilleur Premier ministre que Jean-Marc Ayrault? Ça, c'est l'affaire de beaucoup de gens. Parce que, franchement, d'une manière très amusante, il prenait la parole sur une chaîne de télévision et il y a un petit moment d'attente avant de prendre la parole. Alors, il frappe sur le micro et il dit « Il y a quelqu'un ». J'ai trouvé ça formidable parce que j'avais le sentiment que ça s'adressait à l'Élysée. Alors, revenons à droite. Nicolas Sarkozy est sorti de son silence avant le premier tour en signant une tribune dans le Figaro dans laquelle il dénonce l'acharnement judiciaire dont il serait l'objet. A-t-il eu raison de prendre la plume ? Oui, je crois. D'abord, un homme a le droit de se défendre quand il est aux prises avec la justice. C'est une liberté citoyenne, évidemment. Il a le droit de le faire avec force. Et en plus, au-delà de la personne de Nicolas Sarkozy, très au-delà de sa personne, en réalité, nous sommes dans une question de liberté publique très importante. Écouter la conversation entre un avocat et son client, c'est digne d'un pays totalitaire. Il n'y a que dans les pays totalitaires que ça existe. Dans les pays anglo-saxons, c'est annulé immédiatement par tous les tribunaux. Perquisitionner dans un cabinet d'avocats pour saisir dans le dossier de l'avocat des éléments à charge sur la personne à l'égard de laquelle on enquête, c'est une pratique de pays totalitaire. Tout ça est inadmissible. Est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que Nicolas Sarkozy est le mieux placé pour représenter la droite en 2017 ? Je n'en sais rien. Honnêtement. Vous n'avez pas d'avis tranché. Mais je pense que s'il y avait une primaire aujourd'hui, il y a le débat, faut-il des primaires, pas des primaires, etc. C'est un faux problème. S'il y avait une primaire aujourd'hui, Nicolas Sarkozy la gagnerait très largement. Donc avec ou sans primaire, demain matin, il serait le candidat de la droite. En 2017... il peut se passer beaucoup de choses. Dont on voit qu'il fait la une des hebdomadaires, qui a triomphalement été réélu dimanche dernier. Peut-il être un recours pour votre camp politique ? Il a indiscutablement une stature qui lui permet, en tous les cas, d'avancer sur la scène. Oui, c'est possible. C'est pas exclu du tout. La victoire municipale conforte-t-elle la position de Jean-François Copé, malgré les déboires judiciaires qu'il y a eu avant ces élections ? Je ne crois pas que ça la conforte, je ne crois pas non plus que ça lui nuise, bien entendu, mais tout le monde comprend bien que c'est une victoire de la droite par défaut de la gauche, malheureusement d'ailleurs. Mais il faut dire qu'à droite, nous n'avons pas encore bien réorganisé nos forces, les uns et les autres, que nous n'avons pas non plus exprimé devant les Français un projet alternatif à la politique qui est conduite et qu'à mon avis c'est nécessaire, mais en même temps le temps n'est peut-être pas vraiment venu. Mais on n'a pas voulu faire l'inventaire
L'inventaire, ça permet d'établir un projet, de prendre en compte les leçons du passé et d'élaborer un projet. Et donc, de ce point de vue-là, c'est plutôt la gauche qui a failli que la droite qui a réussi. Caroline. Alors, vous vous êtes opposé plusieurs fois au projet de métropole du Grand Paris. Un internaute sur le site du JDD vous répond et vous dit « Il fallait le faire, le Grand Paris, au lieu de laisser les coups des franches à l'opposition ». Qu'est-ce que vous lui répondez? Oui, il fallait faire le Grand Paris, il a raison, c'était à nous de le faire. Lorsque vous étiez au pouvoir. Oui, alors, pour dire les choses, on avait commencé à le faire. D'abord, je crois que Nicolas Sarkozy avait abordé intelligemment le problème. D'abord, la question du Grand Paris, elle était déterminée par la structuration des transports, justement, parce que faire une collectivité, ça dépend très largement des transports. Donc on avait lancé, et ça a été un succès, et c'était consensuel. Grande différence. Le Grand Paris Express, le métro circulaire, la ligne 15, qui va entourer Paris. Et Nicolas Sarkozy a dit, la question de la gouvernance, nous allons l'aborder ensuite. C'est une question difficile. Il avait favorisé et mis dans la loi que Paris Métropole, qui rassemblait la gauche et la droite dans un cénacle de débat, pourrait être un adjuvant à l'élaboration de ce projet. Et donc, il y avait des débats qui n'ont pas abouti, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, vous êtes opposé à la fusion des 4 départements. Non, je suis opposé à un projet qui va à l'inverse de tout ce qui se fait dans le monde. On nous dit partout dans le monde, il y a des métropoles, et c'est un bon moyen, effectivement, de faire de la croissance, c'est ce qu'on nous explique. Et ce n'est pas le chemin qu'on prend en France. Pourquoi? Parce que partout dans le monde, la métropole n'a que des compétences stratégiques, c'est-à-dire celles qui sont déterminantes sur le développement. Et chez nous, on a fait l'inverse, on ne donne à la métropole que les compétences de proximité, celles qui sont de la vie quotidienne du citoyen, comme la question du logement, qui est une question de proximité. Et comme on veut lui donner maintenant aussi la politique sociale, ce qui est une folie, parce que la politique sociale, elle demande de la proximité. Par contre, toutes les compétences stratégiques, les transports, elles demeurent à la région, la grande voirie demeure à la ville de Paris, le périphérique parisien n'est même pas dans la métropole, les aéroports, l'économie, tout ça n'est pas dans la métropole. Vous dites également, dans les différentes déclarations que vous avez pu faire sur le sujet, que ça va aboutir à une augmentation des impôts. Ah, mathématiquement. Notamment pour ceux, pour l'instant, pour qui ils sont plutôt plus bas. Mathématiquement, Paris, oui, les Hauts-de-Seine. Mathématiquement, ça va au moins doubler pour les plus bas. C'est-à-dire pour Paris et les Hauts-de-Seine, les impôts locaux vont forcément doubler. Pourquoi? La métropole, c'est impôt commun. C'est le même impôt pour tout le monde. Et le même impôt pour tout le monde, c'est quoi? C'est une moyenne de tous les impôts existants. Or, aujourd'hui, vous avez une grande disparité des impôts dans les 4 départements, en comptant Paris, une très grande disparité. La Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne ont des impôts locaux très élevés, gestion de gauche pendant 50 ans, impôts très élevés. Paris a des impôts très faibles et les Hauts-de-Seine moins faibles, mais assez bas tout de même. Donc on va faire la moyenne de tout ça, et la moyenne de tout ça, pour Paris, surtout pour Paris, c'est au moins un doublement et peut-être même un triplement si on y regarde bien. D'autre part, la métropole va agréger tous les personnels des compétences qui sont rassemblées dans la métropole, c'est-à-dire les compétences des intercommunalités en particulier, naturellement, et ces personnels vont avoir un statut aligné sur le plus élevé, le personnel le mieux payé, celui de Paris. Donc là aussi, la dépense va considérablement augmenter. Alors, une dernière question, Caroline. Le sulfureux maire de Levallois, Patrick Balkany, a été réélu dès le premier tour des élections municipales. Est-ce que, enfin, ça a donné suite à beaucoup de tweets très sarcastiques des internautes. Est-ce que, selon vous, ça prouve que finalement les affaires n'entachent pas tant que ça la crédibilité d'un politique? Alors, je fais 2 observations là-dessus. La première, il a été réinvesti par son parti. Or, dans les circonstances actuelles, vous observerez que partout, les listes dissidentes ont échoué. Partout, dans tout ce qui était liste dissidente, a fait des résultats plutôt médiocres.
parce qu'il y a une dramatisation de l'opposition à l'égard du gouvernement, et donc les gens ne veulent pas perdre leur voix. C'est pour ça d'ailleurs qu'au deuxième tour, on verra que sur le Front National, ça n'est pas si grave que ça de mon point de vue, parce qu'ils voudront voter utile pour nuire au gouvernement. Parce qu'il avait le temps pour UMP. Donc oui, ça c'est vrai. Et deuxièmement, et puis qu'il était sortant, ce qui est un avantage. Deuxièmement, la justice fonctionne si mal qu'elle a perdu beaucoup de crédibilité. Premièrement, les juges ne sont pas impartiaux. Le mur des cons démontre qu'ils ne sont pas impartiaux. Les juges réclament l'indépendance. Moi, je réclame l'impartialité. C'est beaucoup plus important que l'indépendance. Et on le voit bien. D'autre part, la justice est extrêmement lente. Elle lance des enquêtes. On n'a jamais vu ça, d'ailleurs. Maintenant, elle lance des enquêtes sur les élus dans les périodes électorales. C'est la première fois, historiquement, dans notre pays que ça arrive. Il y avait une espèce de modus vivendi dans les 3 mois qui précédaient une élection. S'il y avait eu une dénonciation anonyme, comme il y en a tout le temps dans la vie politique contre tel élu, on attendait au moins l'élection pour enquêter. Là, c'est fini. Donc, la justice investigue sur tout le monde, aboutit rarement à quelque chose, et quand elle juge, elle juge 10 ans, 15 ans après les faits, les condamnations. Et donc la justice est très largement décrédibilisée. D'autre part, il faut reconnaître qu'il a fait une bonne campagne, que sa ville a été transformée et qu'il y a aussi tout un caractère positif dans sa gestion. Merci Patrick Devedjian, et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.